مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة الحوار الرياضي. في هذا العدد نستضيف المدرب الفرنسي ألان ميشيل الذي قبل لنا محاورته هنا بملعب 20 أوت. Merci Monsieur Alain Michel d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça a été un plaisir, d'échanger sur tous ces sujets généraux. Donc comment allez-vous? Comment se déroule le début de saison pour vous? On a eu la bonne idée d'éviter les ennuis, c'est-à-dire que notre début de saison était pas très simple, puisque nous avions deux gros derbys, le Mouloudia d'entrée à Bollorine, dans un stade plein, et avec tous les supporters chnaois derrière leur équipe, et le troisième match, un derby contre le NED, que j'ai appris l'année passée que c'était très important pour nos supporters. Donc on avait deux matchs très, très médiatiques et à haute valeur ajoutée pour nos supporters. Il était important de pas se louper. Bon, on est à 7 points sur 9 avec un goal average positif, ça nous vaut la première place. Disons qu'on est parti, on est lancé. On a évité de manquer ce début, mais on ne va pas être triomphant. On n'a pas pris 9 points sur 9. On a fait le travail qu'il fallait faire. Justement, qu'est-ce que ça vous a fait d'affronter le Mouloudia, votre ancienne équipe, ou bien d'affronter une autre équipe algéroise qui est en l'occurrence le NED? Comment vous préparez-vous ce genre d'événement, M. Alain Michel? Un derby avec le Mouloudia, c'est toujours quelque chose de fort, donc on avait besoin de se rassurer sur le plan technique. Donc il y a une préparation à la fois psychologique et à la fois technico-tactique, d'organisation de jeu. Donc il était important de bloquer le Mouloudia au niveau du milieu de terrain, de pas trop subir. Et bon, on a bloqué le match par la qualité de notre présence, notre pressing sur le porteur du ballon et de notre présence au milieu du terrain. On n'a pas joué véritablement bas. Le Mouloudia a eu une seule occasion dans le match sur un tir de 25 mètres de Hachoud qui prend la barre. Le reste du temps, c'était une domination qui créait pas de situation dangereuse. Donc on était prêts. On était prêts à subir cela, à subir Bollorine, à savoir que moi, j'entends ici et là que c'est un stade compliqué pour jouer. Bollorine est aussi un stade très intéressant quand vous avez à mettre la pression sur l'adversaire, avec un public très près du terrain, très chaud, avec des arbitres qui prennent une pression importante. Donc c'est un stade où on peut aussi faire du jeu. L'USMA a été champion en étant à Bollorine. Simplement, il faut s'adapter. C'est pas tout à fait le même jeu que quand on a le temps de se retourner sur un grand stade, mais pas forcément un grand terrain. Le 5 juillet n'est pas un grand terrain. On en parle comme c'est un grand stade, c'est un grand décor, mais c'est un terrain qui est pas plus large que le 20 août, par exemple. Le stade, le terrain en lui-même, les grandeurs maximales, les mesures du terrain sont pas plus grandes. Mais c'est un terrain qui met l'adversaire à l'aise le 5 juillet. Il faut voir combien on met de spectateurs autour de ce terrain. Parce qu'un grand stade, si vous êtes en dessous de 50 000 au 5 juillet, si vous jouez avec 15-20 000, vous avez le sentiment d'être à huis clos. Par contre, un 50 000, 60 000 au 5 juillet plein, avec un public qui n'est pas un public de pharmaciens, un public algérien, qui manifeste, qui fait du bruit, qui encourage son équipe, qui essaie de déstabiliser l'adversaire, là, à 50 000, vous avez vraiment le sentiment d'être dans un tribunal. Vous n'êtes pas bon, ça va être augmenté. La caisse de résonance va être très forte si vous passez à côté. Et si vous êtes bon, la caisse de résonance sera très forte aussi. Maintenant, c'est aussi un danger. C'est aussi, moi, je pense que ce 5 juillet a souvent été mis de côté parce que tout le monde en a peur. Aller faire un match à Blida pour l'équipe nationale, bon, le temps que les gens reviennent et s'ils sont en colère, ils ont le temps de calmer leur colère. Un match manqué au 5 juillet, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire et on ne sait pas trop comment ça peut se terminer. Monsieur Alain Michel, vous avez entraîné plusieurs équipes ici en Algérie. Vous avez débuté par le Mouloudia d'Alger, puis après vous avez fait un peu de tout. Vous avez côtoyé des galeries. Donc, quelle est la galerie qui vous a marqué de plus et qui vous a aidé d'accomplir votre travail comme il se doit? Toutes les galeries sont respectables, elles ont leur logique. Moi j'ai entraîné, c'est le 4e club de CRB. Le Mouloudia, bon, ça reste le club de la moitié de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est une très forte présence populaire, mais présence populaire dans le pays aussi. C'est-à-dire que si vous vous déplacez d'Alger, vous allez aussi trouver des supporters chnaois. La JSMB, c'était un club, le club d'une ville de Béjaïa, le club aussi de la Kabylie, moins que ne l'était la JSK, mais c'était déjà une galerie qui avait ses références, qui avait ses réussites, il y avait une logique et le public était très positif derrière son équipe. Et puis la particularité de Saoura, c'est un club
à plus de 1000 km d'Alger, du sud, où c'est une forme d'aménagement du territoire. C'est une belle chose que de réaliser un grand club dans le sud. C'est bien que la géographie du foot algérien soit assez équilibrée. Donc là, il y avait un public aussi qui avait une valeur régionaliste, qui défendait les couleurs de sa région. Les dirigeants, le président Zerouati en tête, avaient eu la bonne idée de faire une fusion des clubs, une fusion des forces vives de Béchar en la planche club La Saoura. Donc ça avait été une création très originale, très singulière. Évidemment que c'était compliqué parce qu'on était un peu au bout du monde. C'était à proximité du désert, c'était loin des grandes zones habitées. Mais il y avait une valeur forte régionale qui s'enracinait dans le public. Et puis le CRB, j'ai redécouvert, je connaissais les batailles quand j'étais côté mouloudien, je les ai vécues des deux côtés. J'ai découvert un public très présent derrière son équipe, un public du quartier d'abord, et ensuite qui s'était terriblement élargi, qui n'est pas simplement Bellecour, mais qui est toute une famille qui a une tradition à travers les résultats des années 60-70. Donc chaque club a ses singularités et c'est toujours du plaisir que d'échanger avec les gens qui sont les amoureux du club. Justement, comment vous préparez-vous ce genre de confrontation lorsqu'il s'agit d'une rivalité entre, par exemple, le CRB et le Mouloudia? Qu'est-ce que vous disiez à vos joueurs dans les vestiaires, avant le match, à une semaine avant le match? Quel est le dialogue, le discours entre vous et vos joueurs? Je peux simplifier. Je pense que des deux mêmes côtés, on dit les mêmes choses. J'avais une fois une préparation d'un derby avec le Mouloudia contre l'USMA. Et il y avait Zemamouche qui avait été à l'USMA avant. Et je lui dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire actuellement dans la causerie, dans le vestiaire d'en face? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un peu comme nous. Il ne faut pas perdre. C'est important parce qu'on va se faire chambrer. C'est les valeurs, le public, les supporters. C'est des gens qui vivent côte à côte. Donc, c'est le fait de se faire allumer, de se faire chambrer. Si vous perdez le match, le derby, pendant un mois, vos supporters vont faire un peu la gueule parce que leurs copains vont se moquer d'eux et dire « Ouais, on a perdu, on t'a battu ». Mais ce n'est que ça. Il faut aussi laisser les choses à leur place. C'est pas la Troisième Guerre mondiale. Il y a des choses plus graves dans la vie qu'un derby d'Alger. Même si on fait tout pour le gagner, même s'il y a une bataille physique, tactique, morale, psychologique qui se met en place, ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'il faut d'une part se donner la plus grande force possible pour être le plus performant possible, mais il faut aussi respecter l'adversaire, respecter les autres. Ce n'est que du football. On a le plaisir de jouer au football. Il y a des choses graves dans la vie et même si, comme disaient certains entraîneurs anglais, demain c'est un match à la vie et à la mort, l'entraîneur répondait c'est beaucoup plus important que tout ça. Bon, mais il faut aussi raison garder. Il faut pas faire des choses qui allumeraient la guerre entre les galeries. On veut qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'il suffit de lire la presse pendant les 15 jours qui précèdent un grand derby d'Alger, c'est d'un folklore phénoménal. On nous fait dire des choses, si on était aussi con que ça, je pense qu'on ne mériterait pas de diriger des clubs et des équipes. On est beaucoup plus raisonnable que cela, les coachs, les staffs techniques de côté et de l'autre. Ça arrivait quelquefois que je m'appelle avec les voisins d'en face. Je me souviens avec Oscar Fulon, on s'appelait, dans les semaines qui précédaient le derby, on dit bon écoute, si on dit une grosse connerie l'un sur l'autre et autres, tu m'appelles, on s'appelle et on se dit que voilà, on se tient au courant et on sait très bien qu'on n'a rien dit. Mais il faut toujours allumer un peu les choses, il faut toujours créer des polémiques, parce que ça se vend bien, parce que ça fait partie du décor. Bon, il y a 4-5 grands journaux sportifs, donc il faut bien vendre sa salade et je comprends très bien la nécessité de vendre. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que cela fasse dégénérer un affrontement. Ce n'est qu'une bataille sympathique, ça peut être folklorique. Insulter l'adversaire, c'est pas obligatoire. Quand le football aura grandi, les Anglais sont pareils, ont des couleurs chères à leur cœur dans toutes les équipes, mais c'est pas pour autant qu'on va insulter. De temps en temps, on va chambrer un peu, mais on peut encourager son équipe tout en respectant l'adversaire. Je crois qu'il faut ça, parce que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de match. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Il n'y a pas d'engouement aussi. Donc il faut se confronter à une réalité qui est la qualité et la valeur de l'adversaire. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser ça. Et on a plutôt, nous, un rôle, les éducateurs, à faire le mieux pour servir les intérêts de nos clubs, mais aussi de savoir pacifier un peu les choses et pas envenimer des choses qui seraient mauvaises pour l'intérêt général du football. Donc quel est l'objectif assigné pour vous avec cette équipe du CRB cette année? Et parlez-nous un tout petit peu des moyens comparativement à Saoura, comparativement à vos précédents passages, monsieur Alain Michel. Bon, les objectifs, c'est toujours de faire le mieux possible. C'est de vivre le haut de tableau parce que le bas de tableau est invivable en Algérie. C'est une source de
de problèmes, de malheurs pour la vie quotidienne des joueurs, des clubs, de tout le monde. Donc c'est très perturbant de ne pas être dans le haut du tableau. Donc nous on est parti correctement, on a envie d'être en haut de tableau, on a envie de vivre une saison positive. L'année dernière on a su sortir du bas de tableau, on était dernier au 1er novembre, on a eu la bonne idée de gagner mes deux anciens clubs, la Saoura à Béchar, et de gagner le Mouloudia 8 jours après. D'un seul coup, c'était reparti, la confiance était là, les gens n'étaient plus les mêmes, ceux qui se cachaient se montraient, ceux qui avaient peur de s'exprimer s'exprimaient, et il faut un contexte positif parce que le résultat immédiat est indispensable dans le championnat algérien. Sans ça, c'est une chose de 1000 problèmes. Donc, déjà, faire un bon début de saison, s'installer dans le haut de tableau, ensuite on verra. Ensuite on connaît nos adversaires, on connaît la qualité des uns et des autres, on sait que le championnat est de plus en plus serré parce que tous les clubs ont envie de figurer en première division, les clubs ont maintenant une présence importante et un malheur arrive à tout le monde. Le MAC est une bonne équipe l'année dernière, est descendu en D2, donc tout le monde a peur d'un accident dans ce championnat. Donc déjà bien s'installer, mettre de la qualité de jeu. La qualité est plus importante que l'objectif. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir des objectifs. Il peut dire, ah ben nous, cette année, on joue le titre, on joue le podium. Ça ne veut rien dire. Soyons d'abord bons. Mettons de la qualité du jeu, un bon bloc défensif, une capacité de produire du jeu quand on a le ballon, de créer des attaques multiples et variées, et de bien récupérer le ballon assez haut dans le jeu pour pouvoir envoyer du jeu tout de suite après. Mettons de la qualité de jeu et après on aura des objectifs. Mais il ne faut pas faire l'inverse. C'est la qualité qui fait qu'on peut avoir des objectifs. Si on n'a pas de qualité, on n'a pas d'objectif. On est content de se maintenir et on se tait. Et on attend un peu, on travaille et on attend la suite. Donc pour l'instant, on est parti honorablement. Bon, on essaie d'avancer le mieux possible. On ne se donne pas de limite à ça. On a envie de tout gagner. Mais on sait aussi qu'on ne gagnera pas tout. Mais on a envie de faire le mieux possible pour chacun des matchs. Monsieur Alain Michel, lorsqu'on parle du CRB, on parle aussi des infrastructures. Donc, est-ce que vous avez trouvé des difficultés en matière d'infrastructures, c'est-à-dire la programmation des entraînements, surtout le 20 août, il est pris par plusieurs créneaux. Il y a plusieurs équipes qui s'entraînent ici. L'infrastructure, c'est le problème de base, récurrent, permanent du football algérien. C'est-à-dire, en 6 ans de présence ici, je n'ai pas vu d'infrastructure progresser. Bon, si, on a rénové le 5 juillet, là, il est propre, mais je ne suis pas sûr que si on va regarder partout, tout a été rénové. Et que ça soit un vrai stade moderne et accueillant pour tout le monde et éventuellement pouvoir accueillir des familles. Je ne suis pas sûr de ça. Donc les infrastructures, terrain d'entraînement, centre de formation, lieu de vie, etc. Tout ça, quels que soient les clubs, c'est compliqué. Béchar, c'est un peu à part, parce qu'il y avait le stade n'était que pour le club, il y avait une organisation, des vestiaires propres, vastes, grands, et des choses correctes. C'était le club de la Wilaya qui était bien installé là-dedans. C'était ça. Bon, à Béjaïa, on partageait le club avec le MOB d'un côté, les vestiaires d'un côté, la JSMB de l'autre. Et ici, je pensais, vu de loin, que le CRB avait l'avantage de maîtriser complètement le 20 août et qu'il était le roi au 20 août. Je m'aperçois de bien du contraire. On est loin de ça. On est loin de ça et il faut essayer d'avoir une vie quotidienne quand même de meilleure qualité. On a plein de petits problèmes, des problèmes au quotidien. Je ne veux pas les donner comme ça parce que ce serait un peu balancer les choses, mais on a plein de problèmes de lieux de vie. Ça va du cabinet médical jusqu'à des lieux de réunion, tout est possible, mais il faut développer les rapports, développer les relations entre les gens. Les relations entre les personnes sont bonnes, c'est parfois les structures qui n'échangent pas suffisamment et qui n'échangent pas suffisamment leur point de vue et les moyens de progresser. Donc l'infrastructure, non, problème, pas spécialement pour le CRB. Le Mouloudia avait des problèmes considérables aussi, à pas régler son problème de stade, à pas régler son problème de lieu d'entraînement en permanence. Il s'entraîne sur herbe, mais il joue sur tartan. Bon, il y a quand même des terrains en tartan au 5 juillet, mais qui sont un peu vieillissants. Bon, il y a l'ISTS à côté. Il y a des choses, mais tous les clubs ont leur misère. Donc il faut à la fois s'adapter, essayer de lancer des choses, mais il y a une grande force d'inertie. Quand on essaie de se battre avec ça, je retrouve les mêmes buts mobiles quand on va à Adjout, s'entraîner à Adjout. C'est les mêmes buts mobiles totalement pourris qu'on avait il y a encore 4 ans. Ça n'a pas changé, malgré tout l'argent investi dans le club, mais ça n'a pas changé. Des structures de l'OPO n'ont pas changé. Lorsque vous trouvez, par exemple, vous constatez une marge salariale des joueurs qui atteint les 30 milliards de centimes par an, qu'est-ce que vous vous disiez au fond de vous? Et le joueur, il n'est pas professionnel dans sa tête. C'est-à-dire un joueur qui encaisse un salaire de 2 millions de dinars par mois, mais mentalement...
Il n'y a pas le professionnalisme, il n'est pas professionnel. On peut rendre le joueur professionnel. Le problème de l'argent du foot algérien, bon, il y a un autre petit débat, c'est qu'on met quand même des gros chiffres, mais à l'arrivée, tout le monde n'est pas toujours payé tout le temps. Il y a quand même un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est véritablement récupéré. Entre les chiffres qui sont donnés quelquefois à la signature, sur lesquels il y a beaucoup d'érosion, et il y a beaucoup d'argent qui part dans différentes directions. Donc ça, on impressionne beaucoup les gens, mais la réalité des salaires versés n'est pas toujours la même. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre le chiffre et le réel. C'est-à-dire on fait de fausses déclarations, c'est ça? On déclare un chiffre, mais le chiffre en vrai, il n'est pas donné aux joueurs. Je n'ai pas dit ça, mais bon, il y a plein de choses qui se passent. Mais vous pouvez nous clarifier, nous donner une petite idée par rapport à ça. Ce n'est pas en visant le CRB, mais on fait allusion à tous les clubs d'Algérie. Je parle en général. Oui, voilà. Je parle des habitudes en général. Il y a eu plein d'habitudes de données, il suffit de regarder ce qui se passe quelquefois quand les gens veulent aller un petit peu au fond des choses. Je veux dire que ces chiffres sont des chiffres ronflants de données. Ce n'est pas un chiffre qui correspond toujours à une réalité permanente. Quand on dit 2 ans, 3 ans de contrat, si on est en Europe, ces 2 ans, 3 ans de contrat, vous les avez. Vous avez signé 2 ans, on va vous payer 2 ans. Même si vous êtes nul, vous n'êtes pas bon, vous jouez en équipe B ou en équipe C, on va vous payer aux 2 ans de contrat parce que vous avez signé un contrat. On est très très loin de tout ça. Le mot libérer, on va libérer au mercato. Alors on dit qu'on prend un joueur de 2 ans de contrat, il n'est pas bon, il est libéré au bout de 6 mois au mercato. Bon, et puis voilà. Donc les contrats ne sont pas des contrats classiques, je dirais à l'européenne. Donc ces chiffres sont forts, mais ce n'est pas des chiffres garantis à vie. La plus grande garantie du joueur ou du coach, c'est les résultats. C'est les qualités des performances et les résultats que vous faites. Et à ce moment-là, la rue vous protège. La rue protège votre contrat. Pour le reste, on ne les fait pas forcément suivre ni totalement respecter. On n'est pas encore dans le professionnalisme pur et dur où une chose signée est une chose actée. Donc, ces chiffres-là, le professionnalisme des joueurs, si on leur demande beaucoup, ils vont vous donner beaucoup. Si vous ne demandez pas beaucoup, ils ne donneront pas. Et le joueur algérien, vous pouvez l'emmener 3 semaines en stage, le faire bosser en tri-quotidien 5 à 6 heures par jour. Si vous lui expliquez pourquoi, si vous respectez l'idée de le faire progresser, l'idée que si on fait ça, c'est pour lui, c'est parce qu'on pense qu'il a des qualités, qu'il va progresser, il le fait. Il le fait comme n'importe quel joueur du monde, et largement aussi bien. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est dans l'environnement permanent qu'il y a autour des clubs. C'est-à-dire qu'il y a toute une faune, toutes sortes de gens qui gravitent autour de ça, qui déstabilisent un peu les joueurs. Les problèmes des clubs aussi déstabilisent les joueurs. Il se passe toujours quelque chose. Même quand ça devrait aller bien, vous avez toujours une bombe à retardement quelque part qui traîne et qui vous pose le problème. Ça, c'est le plus dur à vivre, mais les joueurs, on peut leur demander beaucoup et ils sont capables d'être professionnels. Même si c'est plus facile de les avoir en stage et de les faire travailler totalement en stage que lorsqu'ils sont dans leur milieu naturel. C'est-à-dire quand ils reviennent dans le milieu naturel, déjà pour nous, on en a une certaine quantité qui habite à 2 heures de route, avec la circulation et autres, c'est un problème quotidien. C'est un calvaire. Problème quotidien de venir, de faire du bi-quotidien, etc. C'est difficile. Bon, c'est pas le même problème à Béjaïa ou à Saoura. À Saoura, vous mettez 5 minutes pour aller au stade et à Béjaïa, 10 minutes. Bon, ici, c'est autre chose. Alger, c'est autre chose. Donc après, c'est vrai qu'il y a une obligation de préparation invisible, de récupération, de mode de vie autour, mais quand il est avec vous, le joueur algérien, vous lui demandez un travail, vous lui expliquez, vous mettez de la qualité dans ce que vous faites au niveau tactique, au niveau physique, etc. Il est capable totalement de s'impliquer là-dedans. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Faut pas être péjoratif. Quelquefois, on dit ça parce que c'est une façon de se donner une excuse. Non, il peut travailler, il sait travailler, il a la volonté pour le faire. Il faut simplement le respecter, lui demander, savoir que c'est pour son progrès, pour son bien, pour son professionnalisme aussi, que normalement, s'il devient meilleur, il va être demandé, il va valoir plus cher, il va être un produit qui va se vendre mieux. Et la nature des choses, c'est une sorte de méritocratie. Normalement, vous devez mériter votre salaire. Là où c'est scandaleux le salaire, c'est lorsqu'il n'est pas mérité et lorsqu'il est donné à la tête du client. Parce que, bon. Parce qu'on est dans un monde là où on pense toujours qu'on peut arranger les choses et que ça peut s'arranger avec du relationnel et non pas forcément avec du mérite. Mais quand le mérite est respecté, tout se passe bien. Le joueur accepte d'être remplaçant si celui qui joue à sa place est méritant et justifie sa place de titulaire. Si c'est parce que machin, il est copain avec machin ou parce qu'il connaît un tel, là, à ce moment-là, vous avez tout faux et vous êtes à côté de ce qu'est le sport. Exactement. Monsieur Alain Michel, vous avez vécu l'amateurisme en Algérie, puis l'époque du professionnalisme. Qu'est-ce qui a changé dans le football algérien?
Quelques règlements sur les statuts pour permettre aux joueurs, notamment dans leur statut, d'aller revendiquer, on parlait d'argent, d'avoir quelques revendications possibles. Ça a été un petit peu modifié. Pour les entraîneurs, non, ça ne change rien. Les structures se déclarent incompétentes dans le statut des entraîneurs. Donc ça bougera comme ça a toujours bougé pendant des années et des années. Sur le statut des personnes, il n'y a pas eu encore les grandes réalités, les grands principes établis. On voit ça avec la peur maintenant sur les joueurs étrangers, puisque les clubs ne sont pas adaptés à la venue de joueurs étrangers, ne payent pas souvent les indemnités, on voit ça avec Sokambi, ne payent pas l'indemnité de départ, d'achat du joueur, et donc le joueur après se retrouve avec un problème et son club d'origine veut le récupérer. Donc plein de choses comme ça ne sont pas faites, ce qui fait que bon, c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs. La chose signée, et sur le terrain, les règles internationales. Le nivellement des valeurs. Tous les clubs sont maintenant solides et sont préparés, sont prêts à des gros matchs de 90 minutes avec une grosse présence athlétique sur le porteur du ballon. Il y a beaucoup moins d'espace pour jouer. Il y a un bon nivellement par le milieu. Tous les clubs travaillent bien, font des efforts pour être performants. Donc ça nivelle les choses. Le championnat de l'année dernière était un bel exemple. Vous pouviez être dernier en novembre et jouer le titre en mai, comme on l'a fait. Donc ça, c'est important parce qu'il y a une grande incertitude de créer et il ne faut pas être péjoratif parce qu'on dit « ouais, il n'y a pas de niveau ». Non, c'est des conneries. Ou alors, il n'y a plus de niveau en Afrique parce qu'on a quand même 3 clubs en poule finale de Champions League, ce qui veut dire qu'il y a quand même un niveau correct de championnat par rapport à une Tunisie moins forte qu'avant, à une Égypte déstabilisée et à des clubs d'Afrique qui ne sont pas encore à leur totale performance. Donc on n'a pas à faire de complexe par rapport à l'Afrique. Mais le jeu en lui-même est devenu plus intense, avec plus de densité dans le jeu. Ça va vite d'une zone à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est plus joli à regarder, mais il y a plus de difficultés à libérer des espaces. Il y a plus de difficultés à s'exprimer. Il y a moins de place qu'il y a 30 ans dans le jeu. Donc ça augmente l'intensité physique et quelquefois, la bataille pour la conquête du ballon est plus importante que l'utilisation du ballon. Et là, c'est un des secteurs où il faut progresser. Mais pour ça, il faut du temps. Pour faire le Barça, c'est 30 ans de boulot avec des éducateurs qui avaient la même philosophie de Cruyff à Van Gaal, en passant par Guardiola, etc. Donc, il y a une longue quête de l'identité de jeu. Ça, personne n'a le temps en Algérie. Vous perdez 2 matchs et vous êtes mort. Vous êtes en difficulté. Donc, il faut d'abord faire le résultat. Tout en essayant, il y a quand même en faisant une bonne manière qu'on a de bons résultats. Ouais. Et qu'en est-il de la formation? On revient au problème de la durée. C'est-à-dire que si on donne de la durée aux gens, ils feront de la formation. Mais pour l'instant, il y a quelques expériences, mais le Paradou, c'est une expérience importée, qui s'exprime à travers un club, mais avec quand même une structure et des éducateurs qui viennent de l'étranger. Ce que fait le Paradou pourrait être fait par tous les clubs algériens. Il y a des clubs qui font des efforts pour recruter les meilleurs. L'USMA le fait, le Mouloudi un petit peu, nous aussi à notre façon on le fait. On essaie d'intégrer assez vite des jeunes dans les équipes premières, mais la formation de base, c'est-à-dire la 8 ans, 12 ans et la préformation, la 12-15 ans, on n'a pas les structures faites pour ça, parce que c'est pas rentré dans les habitudes. On manque de terrain, on manque de structures d'accueil, on manque de plein de choses pour le faire. C'est dommage parce que ça donnerait beaucoup de sens. Ça permettrait à tous les gosses de jouer ensemble, d'apprendre la citoyenneté à travers le football. Là, il y a toute une démarche. Il y a un décalage entre la passion algérienne pour le football et toutes les infrastructures qui sont mises en place pour pratiquer. Et maintenant, le problème tout simple des terrains et du prix du foncier dans les grandes villes comme Alger font que on va plutôt construire un immeuble que de faire un terrain de football, que de faire un espace de proximité, et les gosses ont de plus en plus de difficultés à pouvoir jouer. Donc il y a une vision globale. Alors est-ce qu'on dit le football par rapport à l'éducation algérienne, c'est quelque chose qui doit être important, ou est-ce que c'est uniquement un opium du peuple, où les batailles entre les supporters, entre ceux du Shabab, ceux du Mouloudia et autres vont se bagarrer quelque temps dans l'année? Ou alors on donne du sens, on donne beaucoup plus de sens à toute cette pratique-là. Ça pourrait être le cas, mais on est en route et on est encore loin. On a parlé de tout, on a exclu l'équipe nationale, mais on doit mettre le point sur l'équipe nationale. Que pensez-vous du rendement d'un technicien qui est français, à savoir Christian Gourcuff, depuis son installation à la tête de la barre technique de l'équipe nationale?
C'est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré en France, on s'est encore rencontré il y a quelque temps. Donc il est fidèle à sa logique de pensée. Christian Gourcuff, c'est toujours quelqu'un qui a eu... c'est pas quelqu'un qui change d'avis ou de système de jeu en fonction des choses. Il avait une base de jeu qui est en gros le 4-4-2, pressing de zone, bloc équipe, installé assez haut, récupération assez haute du ballon et tout de suite première passe vers l'avant, recherche d'attaque rapide. C'est Arrigo Sacchi, c'est le bilan de la fin des années 80, c'est un bon pressing de zone, donc il est conforme, il applique ces principes-là, il cherche à les appliquer avec l'équipe nationale, même si une équipe nationale et un club, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous avez Christian, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour aller tous les jours à l'entraînement et diriger un groupe et lui donner un sens et lui donner une vision commune de jeu, une façon de jouer ensemble, révéler des jeunes joueurs. Il l'a fait à Lorient, où il avait ses points de repère et où il avait une totale maîtrise des choses. Donc il sait travailler, c'est un véritable entraîneur, capable d'entraîner au quotidien et qui n'a pas besoin d'autres personnes pour le faire. Donc il a cette compétence-là. Bon, après, il faut s'adapter à un milieu différent. Même si l'adaptation, elle est multiple et variée, puisque l'équipe nationale est maintenant, disons, d'exportation. Enfin, c'est une équipe de joueurs jouant à l'étranger, étant formés à l'étranger pour une bonne partie d'entre eux. Il s'est intéressé aux joueurs locaux à travers des stages faits souvent au niveau de la CHAN. Bon, il s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui peuvent être intéressants. Sur le plan de la démarche, après presque une année, il a pris la démarche qui convenait pour découvrir le foot national, essayer de sélectionner les meilleurs, de mettre une équipe avec une certaine base de jeu en place. Tout ça, c'est positif, ça va dans le bon sens. Bon, les gens, évidemment, vont lui reprocher de ne pas avoir gagné la CAN, parce que seul le fait de gagner est important en Algérie. Après, on va dire, ah ben oui, mais ils n'ont pas joué comme ci, comme ça, et celui-là, il n'a pas joué. Ça, c'est un détail. La réalité, c'est que l'Algérie n'a pas pu battre la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire a gagné cette CAN. Donc, évidemment que dans ce cas-là, quand on ne gagne pas, on a toujours tort. Donc, ça a mis en place quelques doutes, alors qu'au début, il était arrivé dans une certaine unanimité. Donc là, il a fallu qu'il se bagarre contre ça. Là, il pourrait régler un peu le problème, mais le groupe est un groupe relativement faible, sans être péjoratif, tout en respectant les adversaires. Mais disons qu'il n'y a pas d'équipe très très costaud dans le groupe algérien. Donc à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc s'il gagne, c'est normal. Et s'il ne gagne pas en plus avec une super manière, on va commencer à couper les cheveux en quatre et à faire des remises en cause. Mais même le rendement, il est critiqué, comme puis le cas face aux Lesotho. Donc on a critiqué lourdement la prestation de l'équipe nationale. Oui, mais le contexte est quand même compliqué. Bon, c'est pas tellement les 1500 mètres, c'est pas un problème. 1500 mètres, on s'est entraîné à Ifrane à cette altitude-là, il n'y a pas de jeu, ça joue pas. À plus de 2000, ça commence à jouer. Vous avez de la raréfaction d'oxygène, ça commence à être plus dur. Mais par contre, le terrain en lui-même, c'est un terrain, j'en vois quelques-uns en Algérie qui ressemblent à ça, et c'est pas très agréable quand on va jouer là-dessus. Ben justement, il était en gros pourri quand même. Ils ont joué sur un champ de caoutchouc. Il y avait tout le caoutchouc qui ressortait. Et bien justement, M. Alamichel, pourquoi il n'a pas fait appel aux locaux? Donc c'était l'occasion pour mettre les locaux dans le bain. C'est un autre débat. Il y a une continuité. C'est-à-dire quand vous êtes sélectionneur national, il faut à la fois avoir une continuité. Parce que si vous changez tout le temps, on va vous dire « Ah bah oui, mais il n'a pas d'idée directrice, il change tout le temps ». Donc vous essayez d'avoir une continuité. C'est sûr que de motiver un Européen sur le stade qui était là, de lui dire, attends, il a tout de suite l'excuse, le ballon il n'arrête pas de sauter, il n'arrête pas de rebondir, il ne peut pas faire vraiment les actions que l'on veut, donc c'est difficile au niveau de la qualité. Un local est plus habitué, ils sont amphibies les joueurs algériens, ils sont élevés sur tartan, donc avec tout ce que ça comporte, hein, les usures au niveau des cartilages, au niveau des articulations, mais ils sont élevés là-dessus. Donc, bon, peut-être qu'ils auraient pu s'adapter plus rapidement à ça, le niveau de l'adversaire était moyen, mais de dire d'un seul coup, vous laissez à la maison les Européens, et parce que c'est des conditions de jeu pas terribles, non, à la rigueur, c'est compliqué. Quelques joueurs. On voit que les locaux, ils ont fait le tourisme, donc ils étaient non, mais là-bas. Pour en mettre certains, il faut en enlever d'autres. Choisir, c'est toujours éliminer. J'aurais éliminé celui-là ou celui-là. Donc moi, le jeu sincèrement, quand j'arrêterai d'entraîner, c'est la chose qui m'emmerdera le moins. Je manquerais du stress, de l'adrénaline, d'un match, de préparer un match, de préparer un groupe, de mettre un projet de club, un projet de jeu en place. Ça manque quand vous êtes entraîneur et vous ne le faites plus. Mais des compositions d'équipe, de dire à chaque fois on fait une équipe, etc., vraiment, ça ne me manquera pas. Ça ne me manquera absolument pas. Donc on fait le boulot, on le fait le plus justement possible, ce qui paraît le plus cohérent, mais
Bon, moi, je ne veux pas jouer à ça. Je ne veux pas dire il aurait dû prendre celui-là, il n'a pas pris celui-là. Pour moi, c'est du total vanité. Ça ne m'intéresse pas de dire ça. Un Belleili à l'USMA, est-ce qu'il peut apporter le plus? Oui, ma marme, Djebo me posait la question l'autre fois dans l'émission. Je me faisais presque l'avocat de la défense des uns ou des autres. Ben, bien sûr qu'un Belleili, si le Belleili de l'année dernière était un petit peu alternatif. Un coup oui, un coup non, un coup brillant, un coup pas concerné, pas concentré. Cette année, il fait un bon début de saison, c'est un joueur intéressant, c'est un des joueurs qui a le plus gros potentiel du championnat national, il peut faire des choses sympathiques. Bon, il va y aller en équipe nationale. Alors, est-ce qu'il doit y aller, oui, un mois avant, un mois après? Il a le temps, il n'y a pas de valeur qui ne soit pas reconnue. Il a les capacités pour, il va corriger par rapport à ses défauts, il fait un bon début, il est reconnu par son environnement à l'USMA, tout va bien. Il va y arriver. Alors après, est-ce qu'il faut le mettre tout de suite à la place? Parce que si on le met, c'est plutôt pour le titulariser. Si on le met sur le banc, ça risque encore. Il aime bien, le coach aime bien aussi sa tranquillité. Donc si c'est pour avoir un problème sur le banc, c'est pas très simple. Il vaut mieux mettre des gars qui sont un peu adaptés à ça. Donc devant, il y avait Soudani, il y avait Slimani, il y avait Mahrez, il y avait Brahimi. Bon, les postes, ils sont déjà un peu pris. Donc c'était un peu tôt. Maintenant, dans un match à domicile, dans un match amical, dans les prochains temps, tout est ouvert. Il n'y a pas de. Justement, le fait de choisir le Sénégal, la Guinée autant que sparring partner pour préparer les prochaines échéances, est-ce que c'est un choix judicieux qui pourrait mettre en valeur notre équipe nationale et la mettre sous la loupe? Oui, bien sûr. Il faut jouer. Il faut accepter les risques. Moi, je pense que l'équipe nationale elle devrait aussi aller jouer en Europe. Devrait aussi, on y va rarement. Pourquoi? Parce que c'est une tragédie à chaque fois qu'on perd. Alors évidemment, alors on joue parfois, très longtemps on a joué des petites équipes en match amical, que ce soit à l'époque de Vaïd ou à l'époque de Christian, c'était un peu pareil, on est frileux. C'est pas forcément les coachs qui sont frileux, c'est aussi tout l'environnement qui dit bon, on sait le prix que ça coûte. Même nous, des matchs amicaux, vous perdez un match amical, c'est la révolution. Donc faut aussi raison garder. Un match amical n'est qu'un match amical, n'a aucune autre. C'est intéressant sur le contenu, sur le jugement des joueurs. Donc il faudrait aller jouer en Europe et prendre des claques de temps en temps contre des équipes européennes, mais bien respecter le jeu, montrer que. Et puis ça a donné, on n'est pas non plus ridicule, on est capable de jouer l'Allemagne et de tenir l'Allemagne dans un huitième de finale de Coupe du Monde. Donc il ne faut pas non plus jouer petit bras. Il faut se dire, tant pis, on prendra peut-être quelques claques, mais on va aller jouer en Europe. Donc jouer la Guinée, jouer le Sénégal, qui sont des bons clubs, des bons États, des bons pays africains, c'est bien. Ça va permettre de justement se resituer avec du haut niveau. Et ça sera rassurant pour le niveau général de tout le monde. Mais il y a les joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, il ne faut pas avoir peur de les montrer auprès des meilleurs. Ce qu'on reproche à Vaïd, c'est la discipline. On dit que sous l'ère Vaïd Halilović, c'était plus strict, plus serré. Maintenant, il y a un petit relâchement de la part du coach. Donc, autant qu'un élément neutre, comment vous jugez? Je ne peux pas le juger. Il faut être dedans. C'est-à-dire qu'il faut être à l'intérieur d'un groupe pour savoir si la vraie discipline, c'est est-ce que sur le terrain, les joueurs font ce que le coach a décidé. C'est ça la vraie discipline. C'est pas, en équipe nationale, il y a un côté un peu décor, habits, etc. Mais avec des clubs, la discipline, c'est est-ce que les gars sur le terrain sont prêts à se faire tuer pour les idées que le coach développe. Mourinho, c'est un très bon coach parce que s'il faut gagner un match contre le Barça, il fait jouer Eto'o arrière droit avec l'Inter de Milan pendant 90 minutes et le gars se sacrifie pour l'intérêt de l'équilibre collectif de l'équipe. Donc ça, c'est important. Dans le jeu, j'ai pas trop remarqué quand il joue, il n'y a pas assez de valeur en face pour pouvoir juger, mais il y a une certaine organisation collective qui est respectée. Donc le coach, on respecte l'organisation qu'il met en place. C'est pas n'importe quoi. Après, dans la vie quotidienne, dans le traitement des uns et des autres, des remplaçants, je sais pas. Il faut vivre avec. Il faut être avec une équipe pour le juger. De l'extérieur, de temps en temps, n'importe qui peut balancer une bêtise et ça va être repris parce qu'on a envie de saboter un peu. Donc ça, il faut être dedans pour le voir. J'ai pas d'avis. Mais la grande discipline du football, c'est la discipline sur le terrain. C'est là qu'on est à la guerre. C'est là que les combattants doivent respecter la stratégie, la logique de pensée, le plan de jeu, l'intérêt de l'équilibre de l'équipe. Et ça, c'est fort. La discipline du quotidien, je ne sais pas. Bon,
À une époque, quand on a pris 4-0 au Maroc, on a été dire oh, ils sont sortis, ils ont fait ça, ils ont fait la Java, le match de Marrakech. C'était Benchira qui était là, qui était pourtant réputé, Abdelhak, pour avoir le général, etc. etc. Ouais, et d'un seul coup, on a balancé le général, on a balancé tout a été jeté. Alors que c'était, je ne sais pas, j'étais pas au courant des détails, mais on a fait des articles en disant celui-là il est sorti, celui-là il est sorti. Quand on perd, on sort toujours. Hein. Et quand ça gagne, personne ne va regarder si le gars et que le gars sorte après un match. Après, c'est une question de respect de soi-même. Si vous avez pris une claque et que vous allez sortir, et vous sortez, ça veut dire que vous ne respectez pas tellement votre travail. Mais si ça s'est passé normalement, quand on joue 8 jours après, de dire après un match où on ne dort pas du tout, avant tard le soir, le gars est sorti un petit peu, c'est pas très grave. Par contre, si il est au boulot le lendemain et que tout ce que l'on demande, il le fait et il s'implique et qu'il a soin de son corps et de sa concentration sportive, c'est pas grave. On arrive au terme de cette interview, Monsieur Alain Michel. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout petit peu de vos anecdotes ici en Algérie depuis votre venue? Qu'est-ce qui vous est votre bon, mauvais souvenir dans le football? Il y a des moments sportifs forts. Je crois qu'un des plus gros moments sportifs, c'est le match avec Béjaïa quand on s'est fait un peu arnaquer, quelques joueurs ont été touchés et un peu déstabilisés. On perd le match du MCO au début du mois de mai 2012 et quelques joueurs ont lâché le match parce qu'on leur a donné pas mal d'argent pour le lâcher. Et 4-5 jours après, on refait une équipe en 5 jours. On travaille comme des fous, c'est une affaire d'honneur. On s'en enlève 5 joueurs de l'effectif et on envoie une équipe pour jouer encore le titre devant l'USMA qui joue le titre à Bollorine. Et c'est ce fameux match où on gagne 4-3 avec 3 pénaltys contre nous. Et où l'arbitre, le pauvre, ayant été touché des uns des autres et disant ça serait bien que l'USMA ait le titre, nous siffle les 3 pénaltys et malgré ça on gagne. Et avec des supporters de l'USMA qui étaient formidables, qui chantaient on a de l'argent, tu peux en siffler un 4e. Donc ça résume un peu toute l'Algérie. À la fois avec ces combines par moment, le peuple algérien qui comprend les choses, qui est lucide, la rue qui est lucide, et les gens qui après ont de l'honneur, c'est-à-dire que les mêmes joueurs, les joueurs qui 4 jours avant avaient été passés pour des moins que rien, ils ont montré à ce moment-là qu'ils avaient de l'honneur et qu'ils étaient capables de faire un truc et de faire un grand match. Donc ça c'est un bon souvenir sportif. Après il y en a plein d'autres. Les bons souvenirs c'est la rue, c'est tous les gens que je rencontre au quotidien dans la rue et qui me parlent de football, et avec lesquels on échange ça, et qui sont passionnés par le foot, qui aiment un club ou un autre. Je vois il y a autant de gens d'autres clubs qui m'abordent, pas seulement mes supporters du Shabab, mais d'autres. Et ça, c'est un bonheur permanent. Vous vous sentez quelque part un peu responsable du relationnel entre ce que la France représente par rapport à l'Algérie et ce que l'Algérie aussi, quand j'en parle en France, les gens ont des images de l'Algérie qui ne correspondent pas tout à fait à celles que moi j'ai en vivant avec les gens, en vivant au quotidien. Et ça, c'est du bonheur, c'est du rapprochement entre les peuples et que je sois au Mouloudia d'Alger, qui était le club un peu de l'indépendance, et que je sois maintenant au Shabab, dont le nom est un des martyrs de la révolution algérienne, et que ce soit un Français qui fasse un peu la synthèse entre tout ça, je me dis que quelque part je perds pas mon temps. Je suis aussi un peu dans le bled et dans le quartier d'Albert Camus, ce qui est du bonheur, ce qui était les lectures de ma jeunesse et de mon adolescence. Donc d'être à Bellecour, oui, c'est un plaisir, c'est des choses que je suis capable de ressentir. Donc pour l'instant, je prends du plaisir. Je suis resté parce que j'ai pris du plaisir dans ce monde algérien. Quand ça n'est pas le cas, je rentre à la maison et je m'occupe d'autre chose. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Je m'occupe d'autre chose. C'est réciproque, ça doit être partagé avec le public que l'on défend et pour lequel on veut donner du bonheur. Avant de terminer, est-ce que vous avez un message à lancer au public ou aux joueurs ou bien aux responsables du football algérien? Vous pouvez le faire. Aux spectateurs, au public en général, je crois qu'ils ont une passion, c'est formidable d'avoir une passion. Il faut éviter de se perdre dans cette passion, mais il faut toujours avoir le respect de l'autre, être passionné pour son club, défendre son club, le faire progresser, le soutenir, mais aussi respecter l'autre. Et aux responsables du football algérien, qu'ils mesurent bien l'importance
que ce football a pour eux. C'est pas uniquement un truc de fric, c'est pas uniquement un opium, c'est une forte passion pour des gens. Et quand on vit, il faut donner du sens à sa vie. Et le football donne du sens à la vie de beaucoup de gens en Algérie. Donc il faut que les responsables structurent un peu les choses, fassent vraiment tous les efforts qui conviennent dans la formation, dans la structuration, dans la mise en place des éléments qu'il faut. Là, on est dans un endroit qui a pas tellement changé depuis l'indépendance. Ce stade-là, il ressemble au vieux Parc des Princes, mais ça pourrait devenir un super stade moderne en plein centre-ville d'un quartier populaire. Il y a plein de choses à construire, il y a plein de projets à mettre en place. C'est un pays neuf, l'Algérie, qui est un pays de projet, qui a quand même quelques moyens, et il faut aller dans le sens de cette construction du football. Merci, Monsieur Alain Michel. On vous remercie pour votre sympathie et pour votre collaboration. إلى هنا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من الحوار الرياضي. نضرب لكم موعدا في عدد جديد. سلام.